Les chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité ». Évitez le divorce malgré vos douleurs chroniques. C'est un fait, vos douleurs chroniques pourrissent votre vie. Côté pro, elles rendent votre travail compliqué, parfois elles vous empêchent complètement de travailler. Vos collègues, votre manager, votre patron ne comprennent pas forcément les implications des douleurs chroniques sur votre travail. Côté perso, vos relations avec votre partenaire, peut-être vos enfants et vos amis, sont plus tendues. Bref, les douleurs chroniques viennent s'immiscer dans toutes vos relations. Elles ont donc un impact sur votre vie sociale, c'est une évidence. Et bien souvent, dans les couples, les relations se distendent au point d'amener des séparations, d'où le titre de cet épisode. Jusque-là, rien de neuf, allez-vous me dire. Vous connaissez la chanson. Là où il y a matière à progresser dans la lutte contre les douleurs chroniques, c'est de comprendre la relation réciproque qu'entretiennent douleur et émotion. Effectivement, ce à quoi l'on pense moins souvent, c'est que la qualité de nos relations a en retour un impact réel et mesurable sur nos douleurs en général. C'est encore plus observable sur les douleurs persistantes. De nombreuses recherches passées et en cours examinent comment les émotions liées aux interactions sociales peuvent affecter notre seuil de la douleur. Un exemple. Dans une étude datant de 2016, des scientifiques ont soumis les participants à un laser induisant une chaleur douloureuse. Ils mesuraient l'intensité de la douleur ressentie par les participants, mais ces chercheurs ont fait quelque chose de particulier. Ils ont fait en sorte que les participants se sentent socialement rejetés, puis ils ont envoyé la même stimulation. Résultat, pour la plupart des participants, un rejet social a amplifié significativement la douleur physique ressentie. Cet effet était même visible dans le cerveau via une IRM. A contrario, le lien social, les expériences sociales positives ont un effet antalgique. Cela a été observé chez les humains et chez les animaux. Pendant des expériences positives, le cerveau libère de l'ocytocine et cette substance se propage ensuite à travers le cerveau et jusque dans la moelle épinière. Elle désactive ainsi les cellules nerveuses impliquées dans la douleur physique. C'est bien beau, allez-vous me dire, mais qu'est-ce que je peux faire de cette théorie si je souffre de douleurs chroniques ? Si certains types d'interactions sociales peuvent améliorer ou aggraver vos douleurs physiques, il y a 3 options. Changez l'attitude de votre interlocuteur, changez votre propre réaction dans vos interactions, et si cette relation toxique ne peut être améliorée, elle peut certainement être évitée. Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas mettre fin à cette relation, vous pouvez au moins limiter sa fréquence. Je vous donnerai quelques éléments pratiques plus tard dans cet épisode. Dans nos relations conjugales, la recherche a aussi montré que l'on était plus sensible à la douleur après une dispute. Une expérience a même été réalisée avec des couples, leur demandant de discuter au sujet de la douleur chronique de l'un des époux. Vous avez peut-être déjà vécu l'une d'entre elles. Il y a plein de façons différentes qui pourraient t'aider à régler ton problème de douleur chronique, mais tu ne fais rien d'autre que de parler de combien tu as mal. Tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es paresseux avec ton traitement. Vous voyez le genre. Les chercheurs mesuraient le niveau d'hostilité et de critique dans la conversation, puis ont demandé aux patients d'exécuter une série de mouvements simples en mesurant le niveau de douleur perçu par le patient. Vous vous doutez du résultat, l'expérience a confirmé que les gens avaient plus de douleur quand leur partenaire les avait expressément critiqués ou si la conversation était hostile. Il y a là une inégalité de genre, les effets des critiques étaient plus importants chez les femmes, aussi chez les personnes victimes de dépression qui étaient plus affectées. Cette étude a aussi des implications pratiques. Elle a montré que les couples pouvaient améliorer leurs compétences en matière de communication et que les personnes souffrantes pouvaient travailler sur des stratégies de protection contre les critiques et apprendre à répondre d'une manière qui n'affecte pas leur santé. Revenons sur les 2 premiers points dont je vous parlais plus tôt, améliorer la relation et améliorer nos réactions aux interactions négatives. Je ne parlerai pas de couper vos relations parce que ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez vivre une vie plus facile et que vous n'ayez pas besoin de vous couper de votre environnement pour vivre mieux. Charge à vous de décider qui devrait être éloigné dans votre vie quotidienne. D'abord, sachez que vos interlocuteurs sont souvent ignorants et impuissants. Distinguons 2 points, le fond et la forme. Sur le fond, la plupart de vos interlocuteurs ne savent rien de vos douleurs chroniques. Ils perçoivent cela comme une douleur standard, peut-être aiguë, mais qui persiste.
Ils ne savent pas que nous avons un système de la douleur et qu'il peut se dérégler. Ils ne savent pas que cette situation est particulière. Bref, ils n'entendent rien à votre situation. En vrai, votre médecin non plus ne ressent pas vos douleurs. Il utilise des protocoles standards et un questionnement pour l'évaluer. Imaginez donc ce que peut comprendre le commun des mortels à votre situation. Pour améliorer cela, vous pouvez, et même devez, quand l'interlocuteur vous est proche, prendre le temps de lui expliquer votre situation d'un point de vue personnel, mais aussi scientifique. Et pourquoi pas lui envoyer le premier épisode de ce podcast, expliquant les spécificités des douleurs chroniques. C'est en faisant avancer la connaissance générale sur le sujet des douleurs persistantes que nous pourrons améliorer les prises en charge et la reconnaissance de ses conséquences sociales. Deuxièmement, quand on est proche de quelqu'un et que nous lui confions nos douleurs, il se peut que cette personne se sente totalement impuissante. La plupart de vos relations vous veulent du bien, mais encore une fois, elles ne connaissent absolument rien aux moyens de vous aider. Et vous écoutez parler de vos douleurs, au-delà de les renforcer, rappelez-vous la question du système attentionnel, votre interlocuteur se sent totalement impuissant. Avec le temps, cet inconfort répété peut se transformer en quelque chose de plus violent, une forme d'éloignement ou même de la colère par exemple. Comprendre que notre interlocuteur est ignorant et se sent désarmé face à nos ressentis est déjà une bonne base pour ne plus ressentir cette forme de rejet dans nos discussions face aux problèmes de douleur chronique. Les réactions de vos interlocuteurs ont plus à voir avec leur perspective qu'avec le message que vous leur avez transmis. C'est vrai dans toute communication, c'est encore plus fort sur un objet qui parle de votre souffrance. Venons-en à la forme. Il y a tout simplement des mots qui blessent, des mots qui font mal. Et là encore, c'est par le dialogue que vous pourrez avancer. Notez les mots et expressions qui semblent inappropriés et simplement faites remarquer à votre interlocuteur le caractère infondé d'un d'entre eux. Ne vous lancez pas dans une grande tirade ou la liste de vos griefs, juste un. Le contraire aurait pour conséquence d'abîmer la relation et ce que vous voulez, c'est l'améliorer. En règle générale, je pense que vous devriez limiter les discussions sur vos douleurs et les orienter vers ce que peut faire la personne pour vous aider, à savoir agir avec bienveillance. Oui, ce mot est totalement galvaudé aujourd'hui, mis à toutes les sauces, mais cela doit être un pilier de vos interactions dans le cadre des douleurs chroniques. Venons-en maintenant à vos propres réactions, et c'est certainement là où nous avons le plus à gagner en termes d'élévation du seuil de la douleur. Il ne s'agit pas de dire ici que l'origine de votre douleur spécifique est psychologique et que votre problème est strictement émotionnel. Bien que ce soit peut-être le cas, ce n'est pas le propos ici. Ce que nous observons, via la littérature scientifique, c'est que les émotions, comme la colère, la tristesse, la culpabilité, ont un effet physique et rendent les cellules nerveuses du système de la douleur plus sensibles. Avec le temps, ces émotions peuvent même devenir des déclencheurs de la douleur, même si la pathologie initiale n'a rien à voir avec un choc émotionnel. Rappelons s'il est nécessaire que les émotions font partie de la vie et ne peuvent être maîtrisées, au sens de cadenasser, censurer. En fait, plus les émotions négatives sont refoulées, et plus elles apparaissent. Si l'esprit ne le fait pas, c'est le corps qui les exprime. Le mieux est donc de libérer vos émotions pour mieux les apprivoiser. Quelle que soit la situation dans laquelle vous allez éprouver des émotions négatives, professionnelles, familiales, que sais-je, la gestion et la compréhension de ces émotions doit, à mon sens, faire partie de votre plan de lutte contre vos douleurs chroniques. Voici donc 4 conseils pour apprivoiser ces émotions négatives. L'anxiété, la colère, la peur, la culpabilité, tout le monde ressent ces émotions négatives. La solution n'est pas de les ignorer, mais de les comprendre pour mieux les utiliser. Un peu comme une meilleure connaissance de votre système de la douleur vous permet de mieux gérer les douleurs. Il faut donc savoir écouter ces émotions dites négatives. Elles ne sont d'ailleurs pas pour moi réellement négatives, en tout cas par leur nature. Elles le sont avant tout par leurs conséquences sur votre santé. Premièrement, sachez repérer les émotions négatives. Il nous faut d'abord comprendre l'utilité des émotions. D'un point de vue évolutionniste, l'apparition des émotions est nécessaire à la communication, chez l'homme comme chez les animaux. Chaque émotion a une fonction. Ainsi, la peur est nécessaire. C'est une émotion d'anticipation qui vous prépare à affronter l'inconnu. Pour l'apprivoiser, il peut être utile de parler de ses peurs avec ses proches et de s'informer sur ce qui va arriver. La peur disparaît la plupart du temps à la lumière de l'action. La colère est un signal d'alarme que l'on envoie, comme une limite à ne pas dépasser. Elle permet de s'affirmer et de montrer qu'un comportement ne nous plaît pas. La colère aide à se respecter et se faire respecter. Elle montre ce qui est important pour nous.
Elle doit toujours être dans ce sens, pas contre l'autre, mais pour soi. Comprenez alors la limite que vous avez dépassée pour vous-même. La culpabilité est un sentiment mixte car elle mélange la peur, la colère, la peine. Elle résulte de l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou de n'avoir pas fait quelque chose. Elle est nécessaire car elle aide à réparer un comportement blessant. Mais lorsqu'elle est trop présente, elle devient un véritable fardeau. La honte représente le sentiment le plus malheureux car il touche l'estime de soi et dévalorise la personne. Enfin, la jalousie mêle l'anxiété, la peur, la colère. Elle apparaît quand on ressent une frustration ou qu'on craint de perdre quelque chose ou quelqu'un. Deuxièmement, mettez-vous à l'écoute de ces émotions une fois que vous les avez repérées. Vous pouvez assez rapidement devenir expert en détection de ces émotions, encore faut-il savoir les écouter. C'est un moyen de parvenir à s'en libérer. Il ne faut ni les juger, ni en avoir peur, mais les respecter et pratiquer une forme d'auto-empathie. Être bienveillant envers soi-même aide à prendre soin de ses émotions. D'une certaine manière, observer notre colère, par exemple, c'est comme observer un objet séparé de nous-mêmes. Vous n'êtes pas votre colère. Vous n'êtes pas votre peur, votre tristesse. Vous ressentez une émotion. Et cette émotion est certainement tout à fait légitime. Se mettre à l'écoute de vos émotions, c'est aussi faire la part entre le stimulus qui a engendré l'émotion elle-même, et ce que votre corps ou votre cerveau va faire si vous vous laissez aller dans cet état émotionnel. C'est exactement comme pour le système de la douleur ressentie n'est pas corrélée au stimulus reçu par les nerfs de votre système de la douleur. De la même manière, vous pouvez surréagir émotionnellement. Rappelez-vous que cette émotion est une production de votre cerveau aussi. Son intensité n'est pas réellement liée à la situation que vous vivez. Troisièmement, exprimez vos émotions négatives. Vous pouvez tout à fait informer votre interlocuteur de ce que vous ressentez et des émotions suscitées par ses paroles ou ses actes. C'est important de parvenir à exprimer ses émotions négatives avec son entourage. Ne rien dire est encore pire car cela abîme la relation. Votre interlocuteur ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Alors c'est important de lui dire plutôt que de subir. Au moins, si vous ne pouvez pas exprimer directement votre ressenti à la personne qui est à la source de votre émotion, vous pouvez l'écrire pour vous-même. Ce petit exercice est un moyen de mettre à distance les effets négatifs de cette émotion. Vous pouvez prendre un temps pour écrire, même sur une note sur votre smartphone, quelques mots qui décrivent ce que vous ressentez et ce qui l'a déclenché. C'est un préalable pour une démarche que je suggère souvent aux personnes qui viennent me voir pour compléter une stratégie de lutte contre la douleur, dans un plan plus global évidemment. Quatrièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante après tout, identifier le besoin qui se cache derrière cette émotion négative. Derrière chaque émotion négative se cache un besoin non satisfait. Ainsi, si l'on est fatigué, on a besoin de dormir. Si l'on est triste, on cherche du réconfort. Si on a peur, on souhaite être rassuré. Et si on est en colère, on veut se faire respecter. Pour avancer et se libérer de l'émotion, ce dont on a besoin doit être clarifié. Cette clarification est aussi la possibilité pour vous de clairement établir ce que vous attendez de l'autre. Voilà une bonne piste qui vous permettra une première approche de cette gestion émotionnelle. Évidemment, elle est limitée, et pour être très transparent avec vous, dans les programmes d'accompagnement que je propose, cette partie est largement développée parce qu'elle demande d'une part d'aller en profondeur, mais surtout d'être totalement personnalisée en fonction de chaque individu, de son historique. Si vous vous sentez en difficulté à gérer vos émotions, que cela devient un frein important dans votre plan de lutte contre les douleurs chroniques, n'hésitez pas à consulter un professionnel, moi ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas la question. Résumons cet épisode en quelques phrases. Nos émotions ont un impact important sur notre seuil de la douleur. Le rejet est un facteur important d'élévation et d'apparition des douleurs chroniques. Particulièrement dans les relations conjugales, cela peut entraîner un cercle vicieux. J'ai mal, j'exprime ma douleur, je suis mal compris, je me sens rejeté, j'ai donc encore plus mal, etc. Le tout finissant par une forme d'isolement dans le couple. Un tel cycle peut transformer les émotions en précurseurs de la douleur. Heureusement, de la même façon que nous pouvons entraîner notre système attentionnel à moins se préoccuper de la douleur, nous pouvons améliorer nos modes de communication et minimiser les conséquences des émotions négatives sur notre système de la douleur,
Mieux encore, nous pouvons, au prix d'un certain travail sur nous-mêmes, découvrir des besoins cachés ou des causes émotionnelles profondes de nos douleurs chroniques. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou les exercices que je vous présente le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin et démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr. Maintenant, on lâche rien, on passe à l'action parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode du podcast.